Les peuples amérindiens sont présents sur le continent américain depuis des milliers d'années. De 1778 à 1871, le gouvernement des États-Unis a conclu plus de 500 traités avec les nations amérindiennes, et tous ces traités ont depuis été violés d'une manière ou d'une autre ou complètement rompus par le gouvernement américain. Aujourd'hui encore, les Amérindiens et les Premières Nations luttent toujours pour leurs droits issus de traités devant les tribunaux fédéraux et les Nations Unies. Voici l'histoire oubliée de ces traités brisés. En 1871, la Chambre des représentants des États-Unis cessa de reconnaître les tribus individuelles comme des nations indépendantes, mettant ainsi fin à l'ère des traités. Mais les traités existants restaient néanmoins valables et applicables. Jusqu'à cette époque, les nations amérindiennes étaient considérées comme des tribus domestiques et dépendantes. Les traités entre ces tribus devaient être approuvés par le Congrès américain et c'est ainsi que 374 traités furent ratifiés. Leur objectif premier était de garantir la paix, mais ces accords délimitaient également les frontières des terres amérindiennes et garantissaient des droits, notamment la propriété effective des terres tribales, comme les droits de chasse et de pêche, ainsi que le droit aux services fédéraux, comme la santé et l'éducation. Lorsque nous pensons aux traités, nous pouvons supposer que les deux parties qui les acceptent en comprennent parfaitement les termes et les conditions. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas des traités signés entre les Amérindiens et le gouvernement des États-Unis. Alors, que se passe-t-il si l'une des parties rompt le traité ? Y aurait-il des conséquences ? En réalité, presque tous les traités signés à l'époque ont été rompus. Mais comment cela a-t-il pu se produire et qu'est-ce que cela signifie pour les terres prises dans le cadre de ces traités ? Un traité est un accord entre deux nations souveraines. Si un pays rompt ce traité, eh bien il y aura forcément des répercussions, comme la guerre par exemple. De manière générale, les représentants des deux pays créent et approuvent le traité. Celui-ci est ensuite présenté aux assemblées législatives respectives qui y apportent au besoin des modifications. Une fois les corrections approuvées, les deux pays ratifient le traité qui devient alors une loi. Ajoutons un point important. Lorsque les assemblées législatives d'un pays examinent un traité, celui-ci est toujours rédigé dans leur propre langue. Ce détail, qui n'en est pas un, montrera une des façons dont le gouvernement américain a piégé les chefs autochtones pour qu'ils signent des traités. Une nation est souveraine lorsqu'elle est indépendante et peut se gouverner elle-même sans interférence extérieure. Comme on peut le supposer, ce n'est pas de cette manière que les traités furent conclus entre le gouvernement américain et les Premières Nations. En 1494, et donc avant que l'Amérique ne soit créée, un traité entre l'Espagne et le Portugal, appelé Tordesillas, établit que les pays chrétiens pouvaient coloniser les terres gouvernées par les non-chrétiens si aucune puissance européenne ne les avait revendiquées. C'est alors qu'en 1792, Thomas Jefferson déclara que ce traité s'appliquait également aux États-Unis et c'est ainsi que naquit la doctrine de la découverte qui rendit légal le génocide et le déplacement forcé des Amérindiens. En 1823, la Cour suprême déclare que les Amérindiens n'avaient le droit de vendre des terres qu'au gouvernement. La doctrine de la découverte signifiait qu'une fois que les Britanniques avaient soi-disant découvert le territoire au XVIIe siècle, eh bien, elle n'appartenait désormais plus aux Premières Nations, mais aux Britanniques. Lorsque la guerre d'indépendance des États-Unis contre la Grande-Bretagne prit fin, un traité fut signé à Paris. Les Britanniques donnèrent officiellement le territoire au gouvernement américain. Mais quel était l'impact pour les Amérindiens qui y vivaient déjà ? En réalité, il n'y avait bien entendu aucun représentant amérindien au traité de Paris. Cela signifie que leurs terres avaient été cédées sans leur consentement.
Par la suite, George Washington, premier président des États-Unis, déclara que les nations amérindiennes ne seraient pas autorisées à réviser les traités. En signant des traités avec les Premières Nations, le gouvernement des États-Unis reconnaissait leur souveraineté. Cela signifie que les Américains avaient besoin de documents pour voyager sur ces terres, ainsi que d'une autorisation pour les utiliser. Et bien sûr, ce n'était pas l'idéal pour le gouvernement américain, puisque le but était de faire venir des colons sur les terres riches et fertiles occupées par les autochtones. Pour accéder à ces terres, le gouvernement exigeait des Amérindiens qu'ils signent des traités pour acquérir ces territoires. Alors, comment le gouvernement américain a-t-il pu faire signer ces traités aux Amérindiens ? Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, avait la solution. Plonger les Amérindiens dans une extrême pauvreté afin de les obliger à vendre leurs terres. Le plan de Thomas Jefferson était diabolique. Il commença par accorder des monopoles sur les territoires autochtones aux commerçants et ces derniers étaient encouragés à demander des prix extrêmement bas pour les produits de première nécessité. Dans le même temps, les colons s'emparaient des terres autochtones et chassaient les animaux dont les Amérindiens dépendaient pour se nourrir. De leur côté, les commerçants vendaient de la nourriture aux autochtones à des prix tellement élevés que ceux-ci n'avaient d'autre choix que de s'endetter. Les commerçants ont ensuite menacé de partir s'ils n'étaient pas remboursés rapidement, prenant ainsi les Amérindiens à la gorge. Le gouvernement s'est alors empressé de payer les dettes en échange des terres qu'il convoitait et bien en dessous du prix du marché. Le gouvernement des États-Unis a utilisé des tactiques déshonorantes pour amener les Premières Nations à signer des traités. Il existe des documents indiquant par exemple que les négociateurs américains avaient pour habitude d'enivrer les autochtones avant de leur faire signer les documents. Ils achetaient également certains chefs de tribus afin qu'ils acceptent des conditions injustes. On découvre que certains traités étaient signés par des autochtones choisis qui ne détenaient aucune autorité réelle. Plus loin, on aperçoit que des négociateurs ne rédigeaient pas de traités écrits dans les langues autochtones et faisaient appel à des traducteurs grassement payés qui ne communiquaient généralement pas toutes les informations correctes. Enfin, lorsqu'une tribu signait un traité, le gouvernement ne payait pas sa part, à moins que les Amérindiens ne cèdent davantage de terres et, une fois signé, le Sénat modifiait le traité comme il l'entendait. La nation Delaware a été la première nation amérindienne à signer un traité avec le gouvernement des États-Unis. Le traité du Delaware, appelé également le traité de Fort Pitt, fut signé en 1778. Les Américains et les Delaware se pardonneraient les crimes passés commis l'un contre l'autre, s'assisteraient mutuellement pendant la guerre d'indépendance et ils résoudraient tous les griefs futurs par la négociation. Les États-Unis s'engagent également à garantir à la dite nation des Delaware et à leurs héritiers tous leurs droits territoriaux de la manière la plus complète et la plus ample. Mais 4 ans seulement après la signature du traité, les Américains décident de le rompre et une centaine de Delaware, pour la plupart des femmes et des enfants, furent assassinés par des miliciens américains. En 1795, le gouvernement américain prit la majorité du territoire de Delaware pour y installer des colons. La nation Dakota était une tribu pacifique et permit aux colons blancs de construire un fort sur leur territoire. Seulement voilà, les colons ont commencé à couper de grandes quantités d'arbres dans la forêt, effrayant ainsi le gibier. Dès lors, le chef des Dakota, Little Crow, fut contraint de signer le traité de Mendota en 1851 qui échangeait la majorité de leur territoire contre de la nourriture, de l'argent, des armes et des fournitures.
Sans aucun scrupule, le gouvernement américain ne payait pas les Dakota, ce qui les a obligés à faire crédit aux commerçants, puis à céder encore plus de terres au gouvernement. Lorsque les Dakota n'avaient presque plus de terre et qu'ils mouraient de faim, les colons blancs leur dirent de manger de l'herbe. Le chef Dakota Little Crow déclara « Nous avons conclu un traité avec le gouvernement et nous n'avons pas pu l'obtenir. En conséquence, nos enfants meurent de faim. » De nos jours, les Amérindiens ne possèdent plus qu'une infime partie du territoire des États-Unis. Les réserves répertoriées ne représentent que les tribus reconnues par le gouvernement américain, alors que plus de 500 tribus amérindiennes n'ayant pas cette chance n'ont quant à eux aucun territoire. Les peuples des Premières Nations étaient considérés comme souveraines, mais n'ont pourtant jamais été traités comme tels. Tous ces traités officiels que le gouvernement a sciemment violés représentent aujourd'hui encore de réels problèmes, à l'instar du Dakota Access Pipeline, un oléoduc menaçant les cimetières sacrés, et surtout la qualité de l'eau de toute la région, violant le traité de Fort Laramie, mais qui a pourtant été construit en 2017 sous la présidence de Donald Trump. Notez qu'à présent, les Archives nationales des États-Unis, associées avec le Musée des arts et de la culture amérindienne de Santa Fe, ont numérisé des centaines de documents. Cette initiative donne enfin la possibilité d'accéder à une collection exceptionnelle et inédite de traités non respectés par le gouvernement américain au cours des décennies de conquête de l'Ouest. Après des siècles de traités non respectés et de politiques racistes, les premiers natifs américains peuvent désormais rechercher quels traités rompus ont bafoué leurs droits.